je voulais commencer par une précaution initiale, c'est que ni Gabriel ni moi ne sommes des spécialistes de l'éducation à la citoyenneté ou de la démocratie, puisque nous sommes, pour Gabriel, chercheurs en sciences du langage, et notamment des pratiques de lecture et d'écriture, et donc des littératies dans les contextes académiques et numériques. Et puis pour moi, spécialiste de l'enseignement, on va dire, d'une culture numérique et des usages numériques des jeunes, et notamment sur les réseaux sociaux, et puis plus récemment avec l'IA. Donc, on est bien conscient que de ce fait, notre intervention, elle ne peut pas avoir une hauteur de vue générale sur la vaste question de l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Mais on s'est dit que modestement, les questions qui nous occupent, elles peuvent constituer une petite ouverture par un petit bout de cette vaste question. Donc, dans cette intervention, on ne vise pas essentiellement à communiquer des résultats bien établis, même s'il y en aura, hein, notamment ceux issus de la thèse de Gabriel, mais on cherche par là à susciter le débat, les discussions. Et après tout, ben, est-ce que c'est pas ça qui est attendu d'un collectif qui se pose la question de la démocratie? Parce que c'est finalement un bel hommage à la démocratie que d'inscrire notre intervention dans une tradition éminemment démocratique, qui est celle du débat scientifique, de la discussion, et y compris de la controverse, mais à la fois exigeante et bienveillante. Et puis, la démocratie scientifique, c'est sans doute dire aussi qu'on ne sait pas tout. Euh, on peut affirmer des choses, mais on peut, et je dirais on doit surtout affirmer notre ignorance et nos doutes. Voilà, les limites de nos connaissances en tant que scientifiques, les limites de nos instruments pour décrire le monde, elles sont essentielles dans la production de connaissances nouvelles. Donc, une fois cette précaution initiale affirmée, pourquoi est-ce que nous avons répondu favorablement à cette demande, outre le plaisir de partager ce moment avec vous, alors un peu loin pour moi? Déjà, c'est qu'au fond, la question de la désinformation, dans une période qui a pu être qualifiée peut-être un peu hâtivement, on pourra y revenir, d'ère de la post-vérité, et donc la question de la vérité, ça a tout à voir avec la question de la démocratie. Étienne Klein a pu écrire récemment, je le cite, euh, la vérité n'est pas démocratique, mais aucune démocratie n'est possible sans un accès au moins partiel, et il l'est toujours, à la vérité. Le peuple, pour exercer efficacement sa souveraineté, ne peut se passer de connaissances sur lesquelles on ne vote pas, mais sans lesquelles tout vote serait inutile, voire impossible. D'abord parce qu'il faudrait compter les voix, ce qui n'est possible que parce que l'arithmétique n'est pas soumise au vote. S'il fallait voter pour savoir combien font 1 plus 1, que resterait-il de l'arithmétique et que resterait-il au fond de la démocratie? Voilà, donc plus exactement, ce qu'on va discuter au fond hein, dans notre intervention, c'est la question de la confiance. Confiance dans une information, dans un énoncé, dans un locuteur, que ce soit un YouTuber, un enseignant, un auteur, une agence de fact-checking ou encore une IA générative comme ChatGPT ou Grok. Mais c'est aussi la confiance dans l'autre, la confiance dans la démocratie, dans des représentants, parce que sans confiance, ben, il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas non plus de démocratie. Donc, on va commencer quelques mots rapides sur un contexte général. Merci, Gabriel. Parce que pour saisir les enjeux actuels, il nous semble qu'il faut tenir compte d'un double mouvement, l'un qui concerne l'école et l'autre qui concerne l'évolution de l'accès à l'information. Alors pour les élèves, bien sûr, mais au fond pour toute la population. Concernant l'école, nous assistons à une évolution de ces missions et plus probablement, d'ailleurs, plus que des missions, une évolution des discours concernant les missions de l'école. Parce que l'école se voit assigner des missions plus nombreuses, plus diverses. On nous parle en ce début de 21e siècle de nouvelles compétences typiques ou caractéristiques d'une société qualifiée de société de la connaissance. Ces compétences sont identifiées par des organisations internationales comme l'OCDE et son programme PISA, qui défendent l'idée que ces compétences doivent être enseignées à l'école. Donc on aurait
une évolution des attentes de l'école, une diversification des attentes de l'école à travers le monde. Il ne s'agirait plus de transmettre seulement des savoirs académiques, mais aussi de développer des compétences psychosociales, de former des citoyens et des éco-citoyens actifs, de préparer à l'insertion professionnelle, et le tout dans un monde en mutation, et puis de développer un esprit critique face à des grands sujets de société, comme l'éducation à l'information, le développement durable ou encore la vie affective et sexuelle. Et donc, on est dans ce que Fassin appelle un moment critique de l'école, autrement dit, un moment propice à une prise de conscience, et donc un moment propice pour appeler une réflexion collective de quels sont finalement les nouveaux rapports au monde que l'école cherche à construire. Alors, on peut se demander si tout ça, c'est très nouveau. André Chervel, en 88, montrait déjà que l'école n'était pas un simple agent de transmission de savoir, mais une institution spécialisée sur laquelle, je le cite, la société, la famille, la religion ont éprouvé à toute époque de l'histoire le besoin de se décharger d'une partie de leurs tâches éducatives. Et d'ailleurs, même dans les disciplines traditionnelles, qu'on caricature parfois en disant on enseigne des savoirs, et ben, même dans ces disciplines traditionnelles, il y avait, était assumé un rôle de formation sociale du citoyen. Et par exemple, André Chervel, dans le même article de 88, rapporte la phrase de Jules Ferry qui dit « Ce que nous vous demandons à tous, c'est de nous faire des hommes avant de nous faire des grammairiens ». Mais ce mouvement qui concerne l'école se double d'un mouvement qui concerne l'ensemble de la société. Donc, si tu peux passer, Gabriel, merci. Nous assistons dans la société à une remise en cause de l'idée même de vérité dans un contexte qui est marqué par le postmodernisme et le relativisme. Et Étienne Klein, donc j'ai mis ici son petit fascicule Le goût du vrai, est un de ceux qui a exprimé cette idée nettement. Il dit, page 10 de cet ouvrage, il dit aujourd'hui, la tendance à avoir un avis non éclairé sur tout et à le répandre largement me semble gagner en puissance. Dans son sillage, elle distille l'idée que la science, surtout lorsqu'elle devient dérangeante, ne relève que d'une croyance parmi d'autres. Elle serait une sorte d'église émettant des publications comme les papes des bulles que les non-croyants ont tout lieu non seulement de contester, mais aussi de mitrailler de commentaires à l'emporte-pièce. Alors, pour qu'on se comprenne bien, ce phénomène, il n'est pas nouveau. Mais il y a quelques manifestations qui semblent indiquer qu'il serait en augmentation. Par exemple, l'idée que la Terre est plate est aujourd'hui tellement populaire que c'est des millions de gens, et en particulier de jeunes, qui y adhèrent. Des enseignants hésitent à l'école ou même à l'université à parler d'évolution à leurs élèves. À l'université, ici, là, à Lille, par exemple, dans des cours qui abordent l'évolution humaine, on peut voir plusieurs dizaines d'étudiants qui se lèvent et qui quittent l'amphithéâtre. Et l'une des manifestations de cette remise en cause de la science et de ses résultats, c'est la présence sur les réseaux sociaux numériques de ces idées-là. Et c'est à la fois une manifestation de cette évolution et un amplificateur du phénomène. Et d'ailleurs, le même Étienne Klein explique que un des problèmes, c'est que sur les mêmes canaux de communication circulent des informations dont les éléments appartiennent à des registres différents, connaissances, croyances, informations, opinions, commentaires, fake news, ce qui conduit, je le cite et ce sera la dernière fois, à un affaiblissement du crédit donné à la parole des scientifiques et une suspicion généralisée à l'endroit de toute forme d'expression institutionnelle. Donc ce problème-là, il a été discuté déjà auparavant. Notamment, Bernard Williams montrait dans son ouvrage Vérité et Véracité en 2006 qu'une des racines du problème, c'est la remise en cause des vérités scientifiques, justement du fait d'un désir de véracité qui entraîne, paradoxalement, on pourrait dire, une défiance vis-à-vis de la parole officielle, voire la contestation de l'idée même de vérité. Bouvray s'est changé encore avant, en 2003, dans un ouvrage qui était intitulé La vérité dans les sciences,
disait qu'un des problèmes qui se pose à la culture contemporaine, c'est celui de l'équivalence qui tend de plus en plus à s'établir entre toutes les espèces de croyances qui doivent être jugées non pas en fonction de leur contenu, des raisons, des arguments qui parlent en leur faveur et des chances qu'elles ont d'être vraies, mais plutôt de choses comme la sincérité et le degré de conviction de leurs adeptes, la satisfaction et le réconfort qu'elles apportent à ceux qui y adhèrent, ou même simplement le nombre plus ou moins important de gens qui le font. Et donc, c'est dans ce contexte-là que s'est développée l'idée de la nécessité de former à l'esprit critique. Alors, c'est une idée qui est ancienne, qui était déjà présente dans le rapport de 96 de Jacques Delors ou dans les préconisations internationales de l'OCDE. Une définition de l'esprit critique pourrait être celle proposée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale dans le rapport piloté notamment par Bronner, qui dit, voilà, c'est la capacité de calibrer correctement la confiance que l'on a dans certaines informations grâce à un processus d'évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations en vue de prendre une décision. Et si l'on prend cette question de la confiance au sérieux, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce qui joue dans la pensée critique, il y a bien sûr un ensemble de compétences. Il faut être capable de faire le tri entre les informations, mais il y a aussi un ensemble de dispositions. Et par exemple, Fuchs, Galezo et Bechtold, dans un numéro récent de RDST, ajoutent un troisième élément qui est un ensemble de croyances épistémiques ou de représentation des sciences. Alors, après cette assez longue introduction sur le contexte, on va se demander qu'est-ce que c'est le fact-checking et pourquoi est-ce qu'on en parle dans un séminaire sur l'éducation. C'est que c'est une des formes proposées aux élèves dans le cadre notamment de l'EMI, éducation... ah zut, aux médias et à l'information. Et comme par exemple dans ce document du réseau Canopé, donc qui cherche à développer l'esprit critique, et où il propose de s'appuyer sur des messages de fact-checking. Alors, on ne va pas revenir ici sur les limites générales qui sont classiquement mises en avant sur le fact-checking. Le principe du too little, too late, hein, il est impossible de répondre à toutes les fausses nouvelles, et ces réponses circulent de toute façon très peu dans les milieux qui ont été touchés par la fausse nouvelle et qui parfois ne croient de toute façon pas ce que disent les journalistes. Pour ce qui nous intéresse davantage ici, et par exemple en didactique de l'histoire, Lucie Gomez l'a bien montré, il y a une grande différence de logique entre, par exemple, ce que font les fact-checkers ou les agences de fact-checking et la manière dont les enseignants d'histoire apprennent aux élèves à problématiser et à questionner les discours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire et de montrer, chiffres à l'appui, que tous les migrants aux États-Unis ne sont pas des voleurs et des violeurs, comme a pu le dire Donald Trump, mais plutôt de montrer comment et pourquoi Donald Trump, dans quel contexte social et historique et culturel Donald Trump peut produire de tels discours. Et c'est ça, à mon sens, l'apport important du travail de Gabriel, c'est de justement montrer comment fonctionne discursivement, relativement aux énoncés, ce fact-checking. Et donc, à partir de là, qu'on puisse envisager ses possibilités et ses limites dans un contexte éducatif. Et donc, pour le contexte brésilien de l'utilisation du fact-checking, et puis pour présenter quelques résultats, je passe la parole à Gabriel. Merci Cédric. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour parler de l'usage du fact-checking à l'école au Brésil, il faut qu'on sache tout d'abord que l'usage du journal comme instrument didactique dans ces pays remonte depuis quelques années. Selon le travail de Fabiano Ormanese, professeur de linguistique à l'Université de Campinas, São Paulo, en 2018, des initiatives visant à encourager la lecture de journaux dans les écoles au Brésil ont eu plus de force dans les années 1970 avec le journal Correio Brasiliense. En 1983, des journaux comme Zero Hora Porto Alegre et O Globo Rio de Janeiro ont mis en place des projets similaires, aujourd'hui abandonnés. À partir de 1990, plusieurs projets ont été repris pour y stimuler l'usage du journal.
Les initiatives de fact-checking dans les écoles et universités représentent un champ de recherche émergent, centré sur l'éducation aux médias et l'esprit critique. Bien que les études spécifiques manquent encore, les formations pour enseignants montrent déjà leur potentiel dans la lutte contre la désinformation pour créer une société mieux informée. Selon Fabien Nascimento, une chercheuse brésilienne, il y a aussi des problèmes du fait que les agences de fact-checking restent méconnues du grand public, leur outil étant principalement utilisé par les journalistes. Émerge comme Loop Éducation au Brésil, qui propose des formations au grand public sur des techniques de vérification et en partenariat avec le portugais Polígrafo. Cette agence aussi à identifier les images manipulées ou hors contexte. Alors, quand on parle de la confiance dans les agences de fact-checking, dans ma thèse, j'étudiais une dynamique communicationnelle particulière en vogue à l'époque, 2020, dans les agences de fact-checking de 3 pays différents. Chequeado, de l'Argentine, Lupa du Brésil et PolitiFact des États-Unis. Cette pratique cherchait à faire face à la désinformation dans un contexte numérique, en particulier sur les médias sociaux. Alors, de quelle dynamique je parle? Il s'agit de la demande que les internautes adressaient aux agences de fact-checking pour qu'elles disent si une notice diffusée sur un média social est vraie ou fausse. En l'occurrence, je me suis intéressé en 2020 aux demandes des internautes qui concernaient la COVID-19 dans un contexte où cette pandémie faisait l'objet d'une quantité astronomique d'informations et, bien entendu, de désinformations. Dans cette dynamique spécifique, l'utilisateur, lors de sa navigation sur un média social, tombe sur une notice et doute de la véracité des affirmations qu'elle contient. Ainsi, cet utilisateur envoie une demande de vérification à une agence dont la réponse n'est pas seulement adressée à l'utilisateur, mais aussi publiée sous forme d'une autre notice pour prévenir les gens à se protéger de cette information comprise comme fausse. Donc, on voit ici une notice publiée par l'agence Lupa de 2020. Comme on voit l'article en portugais, l'article porte le titre suivant. C'est faux que l'OMS ait changé de position sur les restrictions de mouvement pendant l'épidémie de COVID-19. On y apprend que l'objet de vérification de l'agence avait été partagé jusqu'à 17 heures le 31 mars 2020 par plus de 200 personnes. Dans ce cas, ce qu'on appelle objet de vérification, c'est l'image d'une publication faite par un utilisateur sur les réseaux sociaux Facebook. Dans mon travail, du point de vue du langage, j'avais proposé de comprendre cette dynamique comme une pratique de littératie numérique. Il s'agit ici d'explorer comment l'information, le média et les données s'articulent dans la construction du sens dans un contexte où le numérique coexiste, on sait, avec l'espace physique, non pas dans une relation de subordination, mais bien dans une dynamique de tension et toujours de confrontation. Mais il faut qu'on fasse attention. Il ne s'agit pas d'une dynamique purement spontanée, c'est-à-dire il y a une origine précise. L'entreprise Meta, anciennement Facebook, dans le cadre de son programme de vérification des faits par des tiers, Third Party Fact-Checking Program, l'a promu afin de lutter contre la désinformation dans différents pays. Bien que la demande de ces services par la population auprès des journalistes ne soit pas nouvelle, la nouveauté de ces services résidait dans les transferts temporaires de la croyance de l'utilisateur à l'agence, en fonction de ce qu'il devrait croire ou non face à un fait d'actualité sur les médias sociaux. Les programmes de vérification des informations de Meta permettaient jusqu'à présent à des médias ou à des organisations non gouvernementales d'avoir un rôle particulier sur Facebook ou Instagram et d'y publier des vérifications qui apparaissaient sur des messages trompeurs ou faux, sélectionnés et vérifiés, bien entendu, par ses partenaires, qui étaient d'ailleurs rémunérés pour ce travail. En France, l'agence France Presse ou même Le Monde pendant quelques années est l'un de ces partenariats. C'est le même cas au Brésil avec le PA, l'Argentine avec l'agence Chequeado et les États-Unis avec PolitiFact. Ce programme a été créé à l'époque où Facebook et Instagram étaient accusés d'être des relais des désinformations et d'incitation à la haine. Il a permis à la direction de Meta de faire valoir son recours à des professionnels de l'information pour améliorer son image sur ces points.
Par contre, la portée de ce programme a toujours été relativement limitée. Les messages de vérification par nature n'apparaissent souvent que plusieurs heures ou jours après la publication d'un message, too little too late, limitant leur efficacité. Seule une infime minorité de la quantité énorme des messages publiés sur les plateformes de méta faisait l'objet de vérification. Mark Zuckerberg, président de Meta, a annoncé mardi 7 janvier de cette année des changements de la politique de modération des contenus sur Facebook et Instagram. Les partenariats avec les médias pour vérifier les infos seront remplacés par un système de notes de communauté inspiré de X, Twitter autrefois, les réseaux sociaux du milliardaire américain Elon Musk. Ces notes de communauté pourraient rétablir en fait la vérité des faits ou donner du contexte à un contenu. Mais à la différence du système appuyé sur des médias, elles ne sont pas rédigées par des journalistes professionnels, mais par des utilisateurs. Leurs rédacteurs sont maintenant des personnes ayant des perspectives diverses, comme affirme Mark Zuckerberg, sous-entendant comme Elon Musk ou même le président américain Donald Trump, que les médias traditionnels penchent trop à gauche. Alors, les médias sont perçus en général comme des acteurs importants contre la désinformation, mais leurs pratiques de vérification ont parfois renforcé la méfiance envers eux. Et cela rejoint complètement la question de la démocratie. Comme Cédric, on reparlera plus tard, parce qu'on ne peut pas exercer la démocratie sans des tiers de confiance. J'essaie de démontrer cela avec une partie des résultats de ma thèse. Je précise que dans cet exposé, je me concentre sur les résultats obtenus dans une perspective d'analyse du discours sur les littératies. Donc, je ne développe pas des aspects théoriques et conceptuels de ma discipline, mais si cela vous intéresse, bien entendu, vous pourrez poser des questions après. Ainsi, dans la dynamique dont je vous ai parlé tout à l'heure, en permettant à un lecteur de suivre l'actualité relative à une vérification qu'elles ont effectuée, les agences de fact-checking offrent également à ces mêmes lecteurs la possibilité d'évaluer la vérification, réalisée selon différentes perspectives, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, ce qui peut intéresser des chercheurs de divers domaines des connaissances. Étant donné qu'il existe différentes manières d'aborder les problèmes de la désinformation, je précise que c'est la notice publiée par l'agence, comme on l'a vu, et l'objet vérifié qui l'a permis et qui par conséquent constitue son existence qui a été au cœur de ce travail de doctorat de 2020 à 2024. Pour m'intéresser à comment les agences font leur travail de vérification dans les plans linguistiques et discursifs, tout d'abord, j'ai remarqué qu'elles explicitent méthodologiquement la portion textuelle qu'elles coupent pour commencer les analyses. Cette portion textuelle, cependant, peut varier entre elles. Chequeado disait analyser des déclarations. Lupa disait analyser des phrases. PolitiFact disait analyser des contenus, etc., etc. Sans expliciter nécessairement quels étaient les critères linguistiques ou communicationnels, pourquoi pas, pour dire ce qui est ou pas une phrase d'intérêt. Autrement dit, il n'y a pas une conception solide du texte pour faire les analyses. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que lorsque les agences disent qu'elles vont analyser une portion déterminée du texte et que même des portions textuelles changent, elles opèrent avec des conceptions du texte implicites et pas toujours conscientes. Considérons que dans la lutte contre les fake news sur les médias sociaux, les agences cherchent à analyser si une information est fausse à partir de notre texte, l'objet de vérification. J'avais soutenu la thèse selon laquelle, bien que ces agences explicitent et publient sur leur site certains critères méthodologiques adoptés et reconnus internationalement, il existe d'autres critères non explicites qui peuvent être assumés et qui orientent ces pratiques d'investigation. Ils orientent donc une manière de définir le vrai ou faux dans la notice publiée par l'agence. Donc, j'ai étudié très rapidement quels aspects de ces processus de vérification sont prioritaires dans l'analyse de l'objet de vérification. La relation entre ce que les agences explicitent dans l'analyse de l'objet de vérification et ce qu'elles présentent effectivement dans la notice publiée. Et trois, que je vais vous présenter aujourd'hui, comment la source choisie par les agences contribue à l'établissement des critères pour parvenir au vrai ou faux dans la notice publiée. Aujourd'hui, je me concentre sur le troisième aspect,
pour montrer comment ces critères jouent un rôle dans la construction des espaces démocratiques. Cette dynamique a été étudiée à partir de 3 agences de fact-checking, comme j'avais dit. J'avais choisi les 3 agences en général grâce très rapidement aussi à 3 raisons. Ces agences se développent dans un contexte complexe avec des dimensions historiques, politiques et économiques importantes. Ce sont des pionnières du fact-checking professionnel suivant les règles internationales du réseau IFCN, International Fact-Checking Network du Point Institute. Et 3, elles sont très actives sur les réseaux sociaux, touchant aussi directement le public des Amériques avec des contenus en 3 langues. Très rapidement, mon corpus ici. Dans la totalité de la thèse, on a eu 710 productions textuelles multisémiotiques. Empiriquement, on parle ici de 290 notices publiées et 420 objets de vérification sur la période du 27 février au 30 avril de 2020. Ici, aujourd'hui, je parle de 290 notices publiées, pas les objets de vérification. Discursivement, la mobilisation des sources dans les textes par les agences suppose la mention de la parole de l'autre et dans notre cas, des sources de preuves. Cela permet d'observer 2 modes de gestion et ces insertions linguistiques de la parole de l'autre, la paraphrase et la métaphrase. Originalement proposées dans le cadre des travaux sur la littératie académique, ces modalités énonciatives, comme on dit en linguistique, sont aussi identifiables dans les pratiques de ces agences. Dans le domaine du langage, il y a une distinction entre les dictums, les contenus qui est dit, par exemple, il pleut, et les modum, les positionnements d'individus par rapport au contenu. Par exemple, il doit pleuvoir ou selon le professeur, il va pleuvoir. C'est pour cela que quand on étudie les modalités, on parle de différentes manières qu'une personne peut dire quelque chose. Bertrand Donnet, un didacticien de langue, soutient que les modalités nocessives sont des types spécifiques qui concernent les positionnements du scripteur dans les contextes de l'écriture académique, où s'insèrent les discours d'autrui selon les manières et les degrés d'appropriation de ces discours. Ainsi, Donnet envisage l'existence de 2 pôles où la manière d'insérer les discours d'autrui dans les nouveaux discours peut favoriser davantage l'assimilation, et ici on parle de la paraphrase, ou l'autonomie, la métaphrase. Je vous montre le cadre, mais on va voir les 2 exemples, des paraphrases évidentes et des métaphrases évidentes. Dans l'extrait de Chequeado, par exemple, de la première ligne, on lit « Il est improbable que le SARS-CoV-2 ait émergé par manipulation au laboratoire d'un coronavirus similaire au SARS-CoV », indique une étude publiée cette dernière semaine dans la revue spécialisée Nature Medicine. Ici, il s'agit d'une paraphrase parce qu'on voit que c'est le discours de l'autre, l'article de l'étude, qui régit l'ensemble de l'énonciation avec une insertion ici du type citation. Maintenant, dans l'extrait du PolitiFact à la fin du cadre, on lit c'est le gouvernement de l'État décidé de fermer les écoles et de nombreuses entreprises pendant une semaine. Cela a attiré une large attention médiatique. Voilà, dans ces cas, on a la métaphrase, vu que le discours du scripteur régit l'énonciation avec une insertion du type réformulation. En tout cas, méthodologiquement, pour observer comment la mobilisation des sources est faite, j'ai proposé un parcours qui va de linguistique, avec la forme d'insertion, jusqu'au discursif, métaphrase et paraphrase. Par ailleurs, je peux identifier les types de sources dans les cas de l'étude, puis pour mieux analyser les enjeux. Dans un premier temps, j'ai décrit les modes linguistiques d'insertion dans les notices, par exemple citation, réformulation, comme on a vu, mais aussi d'autres. Et dans un deuxième temps, je peux observer la paraphrase et la métaphrase. Pour finir, j'ai classifié les sources mobilisées par les agences selon les types suivants. Autoréférence, quand l'agence fait une référence à elle-même. Autorité spécifique spécialisée, quand l'agence mobilise des chercheurs ou des laboratoires scientifiques. Autorité institutionnelle, quand l'agence mobilise des institutions et de ses représentants non gouvernementaux. Autorité officielle, quand l'agence mobilise le gouvernement et ses représentants. Médias journalistiques qui ne soient pas des agences de fact-checking, médias sociaux comme des utilisateurs communs et autres agences.
Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de nous plonger en profondeur dans tous les résultats, mais pour commencer, je souhaite vous présenter le premier graphique par rapport au taux de forme d'appropriation du discours de l'autre dans les agences de fact-checking. Bon, en général, on voit l'évocation ici comme la forme la plus fréquente parmi les agences, et puis la réformulation et la citation sont presque proportionnelles. Les données suggèrent que la préférence pour l'évocation comme insertion de la parole de l'autre pourrait être liée au processus même de vérification de faits. Il est connu que dans cette pratique, on cherche toujours à offrir une possibilité de consulter une source via un hyperlien pour prouver la vérité ou qualifiée par les agences et publier pour le lecteur. Comme l'évocation est une forme qui tend à une interprétation métaphrastique pour intégrer la parole d'autrui dans les textes, il n'est pas surprenant que nous observons aussi une préférence pour l'utilisation de la reformulation. Ils sont très proches. On évoque pour montrer que le discours ne se construit pas dans un vide argumentatif et on réformule pour renforcer le travail, que le travail n'est pas distant de celui qui fait la vérification. Ensuite, je vous présente très rapidement le deuxième graphique montrant les taux des modalités énonciatives dans les agences. Et on voit la métaphrase évidente et la plus utilisée par les agences. Même si la paraphrase évidente joue aussi un rôle important. Avant d'avancer sur le sujet, je vous propose de voir le troisième graphique pour qu'on puisse analyser les taux de sources mobilisées. On appelle le langage référent mobilisé, mais c'est la même chose dans les agences. Ici, on voit qu'il y a une prédominance de l'autorité officielle suivie de l'autorité institutionnelle parmi les principales références utilisées par les agences. Les agences établissent le vrai ou les faux dans le texte à partir des données officialisées par les gouvernements, dans les ministères de la Santé, et les institutions également dédiées pour la plupart à la santé, bien entendu, vu que le sujet c'est COVID-19. Il y a un caractère métajournalistique avec lequel les agences travaillent, dépassant même en termes de pandémie les autorités scientifiques spécialisées à qui nous attribuerons une plus grande confiance lorsqu'il s'agit de sources de preuves d'un problème sanitaire à l'échelle pandémique. Le lecteur pourrait supposer que dans ces médias journalistiques, il pourrait y avoir des sources d'autorités scientifiques. Cependant, la méthodologie a évité cette confusion. Et en effet, les médias journalistiques sont utilisés soit pour renforcer une vérification ou même pour renforcer des vérifications faites par eux-mêmes, comme nous le voyons dans l'autoréférence, soit pour démentir ce qu'un autre média a publié. Alors, d'après l'historien Roger Chartier, la production de la vérité à partir de sources repose sur différentes dimensions, soit par rapport aux croyances, soit par rapport à son existence matérielle. Il souligne qu'il y a toujours une part de distorsion dans les sources, mais cela n'empêche pas la validation des connaissances historiques. Pour garantir une certaine transparence, oui, les agences de fact-checking utilisent des sources variées. Cependant, elles ne prennent pas toujours en compte une distorsion inhérente. Les sources dites d'élite peuvent elles-mêmes poser problème. La distinction entre sources d'élite et sources populaires est donnée dans les champs du journalisme. Alors, en gros, les sources d'élite sont des sources de médias standards. Dans cette prétention à la transparence et la récurrence des sources élitistes, ces sources peuvent être ignorées par les lecteurs potentiels, compte tenu notamment du contexte de chacune des agences étudiées. Vench, dans une analyse du discours d'autorité pendant la pandémie de 2020, soutient que Donald Trump, par exemple, avait adapté en ton hyperbolique et a tenté d'intégrer les discours scientifiques de l'époque pour minimiser les effets de la pandémie. Jair Bolsonaro, alors président du Brésil, a adopté le même ton en s'appuyant en sciences alternatives non prouvées, comme par exemple la défense des usages alternatifs pour guérir le virus de la COVID-19. Et enfin, elle souligne aussi, Vanch, également qu'Alberto Fernandez, président de l'Argentine, a adopté à l'époque un discours plus aligné sur la nécessité de la transparence des mesures sanitaires comme réponse à la mauvaise foi politique. Résultat, entre autres aspects, de la méfiance entre opposants qui ont été récurrents au cours des dernières décennies dans l'Argentine. Mais c'est ça, c'est une autre chose. Ainsi, en considérant les dons adaptés par les autorités de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis, dont les discours prononcés au fur et à mesure que la pandémie progressait, la récurrence prédominante est des sources plus institutionnalisées ou élitistes. Cela peut poser un problème démocratique.
Comme dit Lee McIntyre par rapport aux adeptes de la post-vérité, ces pratiquants tentent d'obliger quelqu'un à croire en quelque chose, qu'il y ait ou non des bonnes preuves pour cela. Cela devient un argument qui peut se retourner contre ceux qui disent en fait, c'est terminé du côté de la vérité, les journalistes de fact-checking. Puisque dans les contextes de la post-vérité, c'est au nom même de l'esprit critique que certains citoyens refusent d'accorder la moindre valeur aux institutions, à l'État. Si l'on utilise la même rhétorique, les recours à l'autorité que les discours non scientifiques, comment construire un rapport véritablement démocratique aux informations scientifiques? En fait, on a vu une conséquence récente de ce type de stratégie quand Mark Zuckerberg prend la décision de ne plus faire des partenariats avec les agences de fact-checking en cherchant à éviter d'être perçu comme un arbitre de la vérité, en particulier dans un environnement polarisé du point de vue politique. Il a dit cela en réponse au fait que, dans le contexte des États-Unis, certains conservateurs ont accusé les agences de fact-checking d'avoir un bias libéral, au sens américain de progressiste, tandis que les progressistes affirmaient que Facebook ne faisait pas assez pour lutter contre la désinformation. À travers l'analyse des modalités énonciatives et des référents mobilisés, on peut dégager une idée implicite de ces agences. La vérité ne serait évaluable que si les sources proviennent majoritairement de couches élitistes des productions de l'information. Selon la linguiste Marianne Pavot, le concept de vertu discursive se définit comme la capacité d'individus à produire des énoncés alignés sur des valeurs, à exprimer l'état des choses, dans ce cas, en jouant entre paraphrase et métaphrase avec la préférence pour cette dernière, et à s'inscrire dans la mémoire discursive de la société. Cette vertu se manifeste lorsqu'une figure, souvent perçue comme propriétaire des mots, se présente comme celle qui sauve la société des mensonges. Cette projection peut être une des raisons pour laquelle on observe les préférences de sources et la manière dont les agences les amènent. Donc, je m'arrête là. Lorsque les agences ont un recours important à la métaphrase, elles attribuent un poids aux sources institutionnelles, renforcent ainsi leur autorité à dire la vérité et affirment leur rôle de médiateur incontestable dans la discussion publique. Or, dans le contexte de remise en cause et de méfiance vis-à-vis des agences gouvernementales, notamment dans le contexte des présidents de l'époque Trump et Bolsonaro, l'efficacité démocratique de cette construction d'une autorité qui dit la vérité et l'idée même des discours incontestables par les citoyens peut être questionnée. Maintenant, je repasse la parole à Cédric. Oui, merci Gabriel. Je vais juste en 3 minutes insister sur les idées importantes qu'on a voulu souligner ici et puis conclure. Euh, En fait, au fond, nous savons rarement pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Par exemple, pourquoi nous pensons que la Terre est ronde. Comment cette connaissance nous est arrivée. Et on peut ajouter, et c'est là le travail de Gabriel, qu'on a une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension de comment les choses que nous tenons pour vraies ont été présentées argumentativement. Par exemple, je pense que les vaccins sont efficaces, même si je suis politiquement méfiant des discours des multinationales du médicament, il n'y a qu'à voir le scandale du Mediator. Mais est-ce que j'ai une bonne compréhension de la manière dont les arguments de ces multinationales me sont présentés, même s'ils me convainquent? euh, donc, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise compréhension déjà du fonctionnement des vaccins, euh, mais en plus des procédés argumentatifs qui nous en convainquent. Et si on les observe de près, ce qu'a donc fait Gabriel, beaucoup de discours qui disent pourtant le vrai s'appuient sur des arguments d'autorité. Un prix Nobel a dit cela. Et finalement, d'une manière assez peu différente de certains discours, alors qu'on qualifie rapidement de complotistes ou de pseudo-scientifiques. Euh, Juste une anecdote un peu plus personnelle, j'ai un souvenir précis d'une discussion très pénible avec une connaissance qui pensait sincèrement que les vaccins étaient là pour nous empoisonner et qui exprimait toute sa méfiance envers ce qu'elle appelait la big science. Mais quand je lui demandais pourquoi elle jugeait le discours de Raoult crédible, en plus je m'adresse à des Marseillais, mais quand elle me disait pourquoi elle le jugeait crédible, c'est parce qu'il avait une grande reconnaissance académique.
Bon, donc on voit bien de la tension. Et ces questions, elles ont au fond à voir avec le processus de dogmatisation des sciences que Guy Rumlar avait mis en évidence. Hein. L'enseignement passe par des processus de décontextualisation, de dépersonnalisation et par un oubli des conditions de production des connaissances. Et donc, si on souhaite des citoyens critiques, dans le sens positif du terme, il faut construire des citoyens qui ont des bonnes raisons de croire non pas dans un scientifique, non pas dans une idée en tant que telle, mais dans le processus de construction scientifique des connaissances, euh, avec toutes ses composantes. La vérification par les pairs, la relation entre la modélisation et l'empirisme, etc., etc. Euh, parce que si l'esprit critique, ça a à voir avec la question de la confiance épistémique, hein, la notion développée par John Hartwig dans le contexte de l'épistémologie sociale, quelle confiance est-ce que nous pouvons accorder à ces discours de fact-checking? euh, Bon, alors on pourra en reparler si vous voulez dans la discussion, mais un des problèmes qui se pose aujourd'hui, c'est l'irruption de nouveaux discours qui sont produits, et peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, non pas par des acteurs humains, mais par des acteurs non humains. Et alors, bien sûr, les IA génératives, puisque c'est à elles que je pense, répètent bien souvent les éléments trouvés, enfin, bien souvent, elles répètent tout le temps les éléments trouvés dans des bases textuelles qu'on leur a fournies en entrée, mais les discours qu'elles produisent sur cette base sont des discours contextualisés en fonction des requêtes précédentes, personnalisés pour un lecteur. Ce sont des textes et des discours ad hoc produits à la volée. Quelle confiance est-ce que nous pouvons leur accorder? On sait bien que les IA se trompent ou que les IA veulent nous faire plaisir. Ça, c'est une des choses qui enfin, elles sont programmées pour nous faire plaisir. Et donc, quelle confiance est-ce qu'on va accorder ça? C'est un des problèmes qui va se poser, je pense, pour tout lecteur et en particulier les élèves dans les années à venir. Et une manière de répondre à la nécessité démocratique de savoir à qui ou pas accorder notre confiance, c'est sans doute de donner aux élèves, aux apprenants, une compréhension du fonctionnement technique de ces outils de partage d'informations. Alors, technique, ça peut être algorithmique. Comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux qui font que je ne vois pas sur Facebook ou Instagram ce que vous voyez vous? Comment fonctionnent les IA? Mais aussi, et c'est là le travail de Gabriel, comment fonctionnent discursivement tous ces discours, comment fonctionnent organisationnellement, discursivement les discours scientifiques, les discours journalistiques, le fact-checking, les manuels scolaires, les IA génératives. Voilà. Parce que cette compréhension, c'est-à-dire accéder à une véritable culture technique et scientifique, c'est une nécessité si on veut non seulement de donner accès à des éléments de la culture, ça fait la compréhension de tout cela, ça fait partie de la culture au même titre que la Joconde ou les Beatles. C'est un patrimoine de l'humanité. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait faire, mais c'est aussi une nécessité pour permettre aux citoyens l'interpellation démocratique des experts, des élites et des intérêts industriels et financiers. Voilà, je m'arrête là. On a peut-être un petit peu dépassé, on a commencé un petit peu en retard aussi, mais on va pouvoir peut-être discuter un petit peu.